placés. Je souhaite vous présenter aussi également le comité qui travaille toute l'année et d'une façon extraordinaire relatif à cette expropriation de Cabanon. Hein, vous avez M. Amali qui est au bout. Vous avez M. Omar Mounsif qui est notre trésorier. M. Salah Msif qui est notre secrétaire général. M. Shraibi qui est notre vice-président. Moi-même vice-président, Jean-Michel Reynaud pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous avons la dame qui est à l'entrée qui s'occupe de remplir les feuilles de présence, qui est Samira, qui est également avec nous et qui travaille durant toute l'année. Je tiens à les remercier, je vous demande de les applaudir. Parallèlement, nous vous remercions pour votre présence et nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Ce qui fait chaud au cœur, c'est que vous êtes là, donc vous êtes sensibles à ce qui se passe actuellement. Et nous allons essayer un petit peu nous allons se remémorer quelques dates clés du projet. Alors ça risque, pardon. Excusez-moi. Ça va vous paraître un petit peu long parce qu'on va le faire en deux parties, mais c'est très important. C'est-à-dire que nous allons vous donner des dates clés, nous allons vous donner des actions qui ont été faites. Ça va vous permettre de les mémoriser. Et en fonction de ça, à la fin, le but de cette réunion, de cette assemblée générale extraordinaire est quoi? C'est qu'un comité qui est de 7 ou 8 personnes ne peut prendre une décision pour 180 cabanons. Nous sommes concernés par la tâche que vous nous avez confiée lors des dernières élections, mais il faut savoir que ce n'est pas à nous de prendre des décisions aussi graves qui doivent être prises aujourd'hui. On a estimé que ce n'était pas une assemblée générale ordinaire, nous l'avons transformée en extraordinaire dans ce sens. Statuairement parlant, nous avons tout à fait le droit de le faire et nous l'avons fait. Donc, quand j'insiste sur le fait des dates, c'est très important parce que ça va vous donner un petit peu le déroulement du dossier depuis le début, c'est-à-dire depuis février 2006 à aujourd'hui, avec des actions qui ont été faites par le comité, des courriers qui ont été envoyés, tout ce que nous avons fait. Et à la fin, nous allons faire un mot qu'adore Salah d'ailleurs, les actions participatives. C'est-à-dire qu'on va soumettre des idées, et puis on en débattra tous. Ben, évidemment, on ne peut pas retenir toutes les idées de chacun, mais je suis persuadé que des idées ressortiront communes, nous les analyserons, et à ce moment-là, nous pourrons avancer tous ensemble. Signature du protocole d'accord relatif à la création de la nouvelle ville de Grand Zenata, sous la haute présidence de Sa Majesté, pour la création donc d'une ville nouvelle sur 1830 hectares. Mars 2006, ce que nous appelons la DUP, c'est-à-dire la déclaration d'utilité publique. Mars 2008, 2 ans après, publication d'un arrêt de cessibilité relatif au foncier. Décembre 2011, c'est là où ça nous concerne réellement, apparaît le 28, pour être précis, le 28 décembre 2011, d'une parution d'un pré-bulletin officiel avec une liste de cabanonniers expropriés dans un journal de la place. Il s'agit du Massa. Avril 2013, publication, le 9 mai 2013, la déclaration d'utilité publique est déclarée. Complémentaire et publication d'un arrêté de cessibilité relative à l'expropriation du bâti pour les cabanons du territoire du Grand Zenata. Il s'agit la plage des Zenata, plage Paloma, plage Ouled Mimoun, y compris Paradis de l'Océan qui a été à ce moment-là annexé, et nous avons annexé à Ouled Mimoun. Sur les 1660 hectares constituant la sciente foncière destinée au projet, 1124 hectares ont déjà été expropriés. Aujourd'hui, 55 hectares sont toujours érigés sur 50 hectares d'un terrain domanial et occupent une façade de littoral de 5,35, vous voyez que c'est précis, kilomètres. En septembre 2013, la nouvelle que nous redoutions tous est tombée. Les notifications d'expropriation sont envoyées, les montants d'indemnisation le jeudi, donc ils passent tous les dossiers un par un.
Lors de cet entretien, nous avons pu lui faire un historique depuis l'installation de ces plages, c'est-à-dire depuis les années 50, hein, pour certains, sur cette plage jusqu'à ce jour, en insistant sur le fait que certains d'entre nous sont là depuis une cinquantaine d'années, que nous sommes toujours acquittés de nos droits et taxes, qu'on nous a fait payer des droits de dune, que nous payons des impôts, une taxe urbaine, une taxe d'édilité, que nous payons des notes d'électricité, que nous avons que la commune, bon, le fait tant bien que mal, mais nous envoie donc tout ce qui est assainissement, poubelle, etc. Les gens sont obligés, les sociétés affiliées à ce service passent par chez nous. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine reconnaissance de l'État pour notre présence pour cette plage. Eux partent du principe que nous n'avons aucun droit d'être là, que nous sommes sur un terrain maritime. Écoutez bien, maritime. Nous sommes en train de nous juger sur un terrain privé, puisqu'on nous juge sur des fonds, sur le fond. Donc nous sommes sur un terrain maritime. En ce qui concerne nos maisons en dur, la réponse est très claire. Nous avons voulu embellir nos cabanons, c'est notre choix. C'est pas le leur, c'est notre choix, nous cabanonniers, d'avoir voulu embellir nos cabanons. L'État ne nous a pas demandé de le faire. Nous étions censés, selon Endaïr, avoir des cabanons en bois et démontables. Si certains d'entre vous ont lu les journaux et ont suivi ce dossier depuis le début, vous allez vous apercevoir que tous les interviews qui ont été faites par le directeur de la SAS, donc en l'occurrence la CDG, sont toujours principes de ce terme, toujours ce fameux terme de dire vous êtes tenus d'avoir des cabanons en bois et non en dur, que ces cabanons sont démontables et que nous n'avons rien à faire ici, nous n'avons rien à faire sur cette plage. Les juges sont en train d'employer les mêmes termes qu'on sont en train d'employer la SAS, j'insiste là-dessus. Si l'appel ne nous convient pas, la réponse est claire, allez en cassation. Voilà la réponse des juges au niveau de la présidente de la Chambre chargée du dossier d'expropriation. Par la suite, le 18 décembre, donc il n'y a pas longtemps, le 18 décembre, il y a un mois, 2014, nous avons fait parvenir des courriers avec accusé de réception à différents organismes. Au Palais Royal, dont une première lettre avait déjà été envoyée le 28 juin 2014, une au ministère de la Justice, une au ministère de l'Intérieur, une aux droits de l'homme, très important, et on a également envoyé un courrier à l'institution médiateur à Rabat et à Casablanca. Le 30 décembre 2014, le comité était présent à la commune de Aïn Arouda avec toutes les associations concernées par l'expropriation, terrain, douar, plage, etc. Ce même jour, nous avons déposé une pétition pour notre réintégration. Nous avons pu rencontrer le 8 janvier 2015 le responsable, et ça c'est très important, le 8 janvier 2015, c'est-à-dire il y a 10 jours. Nous avons enfin pu rencontrer le responsable social du projet de la ville du Grand Zenata. Donc ils nous ont reçus au bureau de la SAS. Après, donc vous avez vu, depuis 2012, hein, on a été tenace. Donc nous avons pu rencontrer le responsable social du projet, de la ville du Grand Zenata. Les trois associations qui étaient représentées étaient représentées par leur président et leur vice-président respectifs. M. Ayouni, président de Tilal Zenata, a fait un historique de notre implantation sur les plages. M. Taoufik Berada, président de Paloma, lui, a parlé des RME et résidents sur la plage. M. Hachani, notre président, lui a axé son intervention sur le fait que nous étions sur un domaine maritime. Moi-même, leur ai fait un complet sur le déroulement de la procédure d'expropriation auprès des tribunaux. Sur ce déroulement de procédure, les trois personnes en face de nous, de la SAS, avaient l'air absolument étonnés. Dans le sens où ils n'étaient pas du tout, paraît-il, au courant de ce déroulement et de la façon dont ça avait été fait. Pourquoi ? Parce qu'on a bien insisté sur le fait que les choses ne se déroulaient pas, d'abord, comme elles devaient se dérouler. Il y a du monde extérieur, c'est bien. Comme elles devaient se dérouler, mais surtout, il y avait une chose qui était très importante, c'était la façon dont les notifications du jugement ont été distribuées, soit pour la dépossession,
soit pour le jugement, les notifications de jugement en première instance, que beaucoup d'entre vous n'ont même pas encore reçues. Que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore reçues. Elles ont été distribuées la même chose, de la même façon, par des biais de gardiens, que je dénigre pas et je les remercie, mais ça a été de façon, comme me dit monsieur Msif, ça a été fait de façon anarchique. Ça a été du n'importe quoi. On nous a glissé sous les portes des jugements. Nous avons, le comité, essayé tant bien que mal, avec la gendarmerie, qui d'ailleurs a tout à fait le droit. Vous sachiez que la gendarmerie, que toute autorité locale de l'État est tout à fait habilitée à vous remettre un jugement. Le problème que nous avons, c'est que nous avons beaucoup de personnes, ceux qui habitent en résidant ici ont eu leur jugement normalement, ceux malheureusement qui ne sont pas là toute l'année, qui viennent les week-ends ou qui, pour une chose ou une autre, ne sont pas là, automatiquement n'ont pas eu ce jugement-là. Sachant que, quand vous avez un jugement en première instance, écoutez-moi bien, vous avez 30 jours à partir de la notification réceptionnée pour pouvoir faire appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un épicier, un gardien, réceptionne ce papier, le garde chez lui, qu'est-ce qui se passe au bout de 30 jours? Et que vous n'êtes pas au courant? On ne peut plus faire appel. Vous avez raison. On ne peut plus faire appel. Donc, apparemment, la SAS n'était pas du tout au courant de cet état de choses. On leur a dit. Nous, on considère que c'est une arme. On considère que c'est une arme. On en a parlé avec différents avocats. Pas uniquement avec les principaux avocats de l'association, parce qu'il faut que vous sachiez quand même qu'il y a des avocats, différents avocats. Bon, il y a des personnes qui ont choisi d'aller toutes seules vers d'autres avocats. D'autres ont pris un avocat commun. À Oulen Mimoun, nous avons un avocat qui est Maître Nassiri, qui lui a en charge 117 dossiers, c'est ça, ou 120 dossiers, je ne sais plus combien. 120 dossiers, donc 120 dossiers sur 180 cabanons, ce qui est quand même pas mal. À Znata, vous avez 2 avocats, un qui en a 45, un qui en a 65. À Paloma, je crois qu'il y a un avocat qui a à peu près... je pense qu'il y a 2 avocats ou 3 avocats qui ont pratiquement également le même nombre de dossiers. Pardon ? Voilà, oui, merci. Donc, si vous voulez, nous aujourd'hui, au niveau des représentations, nous savons où nous allons, parce que nous sommes quand même conseillés. Donc, on sait que c'est une arme pour nous. C'est une arme pour nous, par la suite, si l'on veut, sur ce que je vais vous exposer après, qui va être dans ces fameuses actions participatives dans lesquelles nous allons vous soumettre, par la suite. Ces jugements-là sont bon, c'est pas clair. C'est pas clair. Comment ça se fait que un appel se passe en 3 semaines alors qu'il devrait se passer en 3 mois? Comment ça se fait que... Il y a beaucoup de questions qui se posent et beaucoup de questions qui sont très claires. Aujourd'hui, nous sommes lancés, vous avez dû lire un article récent dans Znatia News pour certains, que nous avons écrit avant-hier, qui a été fait par toutes les plages, qui a été fait en arabe et en français, dans les 2 langues. Et on remercie d'ailleurs Zenata News de nous appuyer, d'être même présent aujourd'hui. Donc qui est très clair. Vous allez le voir, qui est très clair. C'est le titre que nous avons mis, c'est un bras de fer. Nous avons un bras de fer non seulement avec les domaines, mais nous avons un bras de fer surtout avec la CDG, avec la CDG par le biais de la SAS. Nous avons dit et nous avons appuyé sur le fait, et c'est très important. Avec la SAS, lors de la réunion de la SAS, une première réunion que j'avais faite moi personnellement en tête-à-tête avec eux, il y a de ça 3 semaines, j'avais insisté sur le fait de la gravité de la situation. De prendre des gens, de vouloir les mettre dehors, c'est facile. Sur papier, on peut régler tous les problèmes. On va dire, bon, allez, on met tout le monde dehors, on fait des notifications, le jugement passe, messieurs, vous êtes censés partir. Il est très clair qu'à un moment donné, nous allons avoir... Je vais appeler des trax qui vont venir pour détruire nos cabanons. J'ai bien expliqué aux gens de la SAS, je leur ai dit, écoutez, c'est très simple. Si on arrive à trouver un arrangement, on peut éviter la casse. Mais vous pensez que les cabanonniers vont se laisser faire, vont se laisser spolier leurs biens, parce que c'est un bien, malgré que vous disiez que nous sommes des squatteurs, entre parenthèses, parce que ça a été dit, ils nous ont traités de squatteurs. Si aujourd'hui,
un Strax vient devant un cabanon, vous pensez que son propriétaire va laisser faire? Mais vous allez avoir une révolution. Nous avons insisté sur un fait. Nous avons insisté sur le fait de ce qui s'est passé cet été à l'OCEMA. Pour eux, ça a été une leçon. Ça a coûté la direction générale au prédécesseur du directeur général de la CDG actuelle. Ça leur a coûté de gros soucis. Pourquoi nous avons fait toutes ces lettres? Nous avons fait toutes ces lettres au niveau des différentes autorités pour justement les sensibiliser. Pour les sensibiliser et pour surtout sensibiliser la SAS pour leur montrer que nous n'allions pas lâcher le morceau. Nous avons fait cet écrit hier dans les journaux, au niveau des Intata, il va paraître mardi prochain dans Massa en principe, un autre article va paraître dans Massa, pour justement parler de nous, pour faire parler de nous, pour dire nous n'allons pas lâcher prise. D'accord? Alors, bien, excusez-moi. Donc vous voyez que le comité a fait durant, je vous ai donc fait un petit peu, j'ai été un petit peu long, mais j'ai tracé un historique depuis 2012, c'est-à-dire depuis en fait le 28 décembre 2011, date où nous avons reçu sur papier, sur journal, notre notification d'expropriation par bulletin officiel provisoire, puis après en 2013 par bulletin officiel, en bulletin officiel, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons beaucoup bougé. Nous avons beaucoup bougé, mais nous sentons maintenant, et on vous a convoqué comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sentons maintenant que nous sommes arrivés, nous, au bout. Dans le sens, où quand je dis au bout, c'est pas le bout, le bout, le désespoir, mais dans le sens où je revenais vers vous, où nous, comité, on ne peut pas prendre des décisions à votre place. Je vous ai parlé en début d'action participative. En action participative, nous allons vous proposer de débattre ensemble sur le devenir de nos plages, afin d'étudier. 1. La SAS nous a demandé à la Confédération de faire des propositions. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que aujourd'hui, la SAS a fait des propositions déjà pour certains résidents. Des résidents, je dirais entre guillemets, sans être péjoratif, sans terme péjoratif, qui sont dans le besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, sur les plages, n'ont pas d'autre façon de pouvoir habiter ailleurs que dans les cabanons dans lesquels ils vivent actuellement par un manque souvent de moyens.